Alors, je vais commencer tout à fait classiquement par essayer de comprendre la question elle-même, qu'est-ce qu'un État juste, avant de voir comment la philosophie politique, à des degrés divers, a essayé de répondre à cette question. Je commencerai par une petite précision sur l'État lui-même. On ne peut pas considérer que la réflexion sur l'État juste couvre la totalité de la réflexion de la philosophie politique depuis le début. Bon, vous savez peut-être, la question de la justice est évidemment aussi ancienne que la réflexion en philosophie politique, puisqu'elle est au centre de ce qui est le grand texte de l'Antiquité sur ce point, à savoir la République de Platon. Alors Platon réfléchit bien sur la justice, mais dans le cadre de la cité, et on ne peut pas, sans précision aucune, considérer que l'État et la cité, c'est en gros la même chose, et qu'il n'y aurait rien de véritablement neuf dans ce questionnement sur l'État. Donc Rawls se situe dans une réflexion qui ne porte pas sur la justice en général dans la communauté politique, ou encore moins dans la cité évidemment, mais bien sur l'État. Alors qu'est-ce que c'est un État et en quoi, comment on pourrait le définir pour un peu cibler le sujet et écarter une réflexion trop généraliste sur la justice, qui est certes tout à fait intéressante en philosophie, mais qui n'est pas du tout le problème de Rawls. Je vais ici partir assez classiquement, comme je le ferai avec une classe, sur une définition de l'État qui, petit à petit, s'est imposée comme la définition la plus simple finalement. C'est celle qu'on trouve chez Max Weber, le sociologue, définition qui est devenue canonique, et qui dit ceci. Qu'est-ce que c'est un État ? Eh bien, un État, c'est une institution politique qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Donc je reprends, une institution politique, il faut qu'il y ait un territoire, donc ça évidemment, alors ça n'est pas complètement évident, mais dans sa définition c'est tout à fait majeur, et puis cette institution, pour le dire autrement, arrive à faire croire aux citoyens qu'elle a le monopole de la violence physique légitime. Alors il ne s'agit pas du tout de dire que l'État est une institution violente, encore moins de dire que quand l'État est violent, c'est légitime. Il y a un certain ministre qui a dit ça il y a quelque temps, et c'est une mauvaise interprétation de Max Weber. Il s'agit de dire que dans un territoire déterminé, il peut y avoir besoin de temps en temps d'une contrainte physique désagréable et éventuellement un peu violente, par exemple pour arrêter quelqu'un et le mettre en prison, et que dans certaines conditions, la totalité des habitants de ce territoire peuvent admettre que cette contrainte physique est légitime. Et donc l'accepter en tant que telle, comme on le fait à peu près dans un État comme l'État français actuellement. Donc il faut qu'il y ait légitimité, il faut qu'il y ait adhésion à la légitimité, il revendiquait avec succès, dit Max Weber, donc il n'y a pas besoin que ça soit vraiment légitime, mais il faut en tout cas qu'on y croie. Et il faut qu'il y ait monopole, ce qui est évidemment tout à fait important. Si deux institutions politiques dans un territoire revendiquent avec succès le monopole, mais aucune n'a un succès, eh bien il y a tout simplement guerre civile. Bon, on a des exemples innombrables dans l'histoire. Donc un État, qu'est-ce que c'est ? Pour reformuler un peu différemment la définition de Max Weber, il y a un territoire, il y a un pouvoir qui est seul. Quand un pouvoir a le monopole, dans la tradition de la philosophie politique, on appelle ça tout simplement un pouvoir souverain. Un pouvoir souverain, c'est-à-dire un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Et ce pouvoir se manifeste par sa capacité à imposer une norme, éventuellement par un moyen violent, mais un moyen qui sera toujours considéré comme légitime par les habitants du territoire en question. Donc territoire, légitimité, souveraineté. L'exercice de cette contrainte légitime se faisant traditionnellement par le moyen du droit. Donc voilà une définition de l'État qui est tout à fait opératoire. Vous avez un souverain, vous avez un territoire, vous avez une légitimité, vous avez une contrainte juridique. Donc ça ne dit pas que l'État est juste, ni même qu'il est réellement légitime, au sens où on va l'entendre dans un cadre par exemple démocratique, mais il y a en tout cas quelque chose comme un pouvoir qui va pouvoir justement s'exercer avec légitimité et avec une efficacité garantie par le moyen du droit.
Donc vous voyez, ce n'est pas la cité grecque. Hein. La cité grecque, dans toutes ses définitions, communauté de citoyens, communauté des amis, si on va chercher chez Aristote ou chez Platon les définitions de la cité, c'est quand même quelque chose d'assez différent, qui relève beaucoup moins d'une construction institutionnelle et qui ne relève pas forcément d'un droit au sens moderne du terme. C'est moins vrai chez les Grecs, chez les Romains, pardon, où il y a bien quelque chose comme un droit. Chez les Grecs, c'est quand même tout à fait différent. Hein. Donc la question qu'on va poser ce soir, ce n'est pas qu'est-ce qu'une société juste, ni même qu'est-ce qu'une organisation politique juste, hein, puisqu'on pourrait très bien imaginer des organisations politiques justes non étatiques. Celle de la cité éventuellement. On pourrait imaginer des communautés politiques qui fonctionneraient comme dans un cadre anarchiste. Hein. L'anarchisme prône des communautés politiques non étatiques justes. Alors c'est possible ou c'est pas possible, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est envisageable intellectuellement de parler de société politique ou de communauté politique juste, non étatique. Le communisme, si tant est que ça existe, est une communauté politique juste, non étatique, puisqu'il n'y a pas d'État dans une société communiste, si on va voir, si on suit la lettre de Marx. Donc, ce dont on va parler, c'est exclusivement de la justice à partir du moment où on a pris acte ou accepté que l'État est la meilleure solution pour organiser la vie collective. C'est pas évident, mais c'est le présupposé qu'accepte Rawls, et avec lui, je dirais, le gros des troupes de la philosophie politique moderne, hein, qu'on pourrait éventuellement contester, mais là, on ne le contestera pas, en tout cas dans un premier temps. Voilà pour ce qui est de l'État. Alors évidemment, quand on pose la question d'un État juste, on présuppose que l'État, en tant que tel, dans sa définition, n'est pas nécessairement juste, bien qu'il ait quelque chose qui relève de la justice, puisque ce mot justice, vous le savez, a en français au moins trois sens. Celui qui le rend équivalent du droit, hein, c'est le sens qu'on a quand on parle de ministre ou de ministère de la justice, c'est le ministère du droit, hein, c'est ça qu'on devrait dire en toute logique, mais enfin l'usage fait que le mot justice peut signifier le droit, y compris d'ailleurs quand le droit est très mauvais ou complètement injuste, hein, c'est quand même la justice, c'est le système des lois. Le mot justice en philosophie politique peut aussi signifier une forme de légitimité de la norme. Et enfin, le mot justice, je reprendrai ça de façon un peu plus systématique ensuite, peut avoir une connotation normative qui relèverait plutôt de la morale que du droit. Et là, on a un sens du mot justice qui vient de loin, notamment des Grecs, qui pensent la justice d'abord au niveau de l'individu, au niveau de l'âme, au niveau de la vertu du comportemental, et pas forcément au niveau de l'organisation sociale ou politique. Donc ça fait trois sens qu'on pourrait, pour un peu clarifier les choses, classifier ainsi. Est juste ce qui est légal, est juste ce qui est légitime, est juste ce qui est moral. Ou, pour le dire autrement, légalité, légitimité, et on a envie de dire justice à proprement parler, c'est-à-dire la justice qui contiendrait cette idée morale, que le terme conserve d'ailleurs assez largement en français. Hein. On parle des justes pour désigner ceux qui ont pu sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle bien d'un homme juste ou d'un comportement juste. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le droit, ni même avec la politique en définitive. Donc quand on parle d'un État juste, je vous dis là ce que je dirais à mes étudiants ou ce que tu dirais à tes élèves. Bon, soyons prudents, hein, ne fermons pas immédiatement le sujet. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une réflexion sur la qualité juridique de l'État? En ce sens-là, un État juste serait un État de droit, un État qui fonctionne par le moyen du droit. Est-ce que l'État juste serait éventuellement un État qui, dans son origine, sa construction, son fonctionnement, pourrait être considéré comme légitime? Auquel cas, nous, modernes, nous, aujourd'hui, on va à peu près spontanément et en commun identifier l'État juste à un État démocratique. Ou alors, ça serait quelque chose qui, peut-être, correspondrait d'abord aux deux premiers critères, mais qui, en plus, serait capable, par son fonctionnement, de
contrebalancer un certain nombre d'injustices, de rétablir une forme d'égalité, ou d'être quelque chose comme moralement bon dans ces lois mêmes. Et vous voyez que là, on a une exigence qui va bien au-delà de la simple conformité à la légalité. Donc, à la question qu'est-ce qu'un État juste, vous voyez qu'il y a au moins 3 séries de réponses possibles qui relèvent pour les premières de la philosophie du droit, à proprement parler, et à la limite, ça peut suffire, hein, on peut très bien évacuer les questions morales ou les questions normatives. À la deuxième tradition correspondent des réponses qui vont s'articuler autour de cette question de la légitimité, de la source du pouvoir, de la source de la souveraineté, des conditions d'institution de la souveraineté politique, et à la troisième tradition s'articulerait plutôt des réflexions autour de la moralité interne des lois, question qu'on est bien obligé de poser quand nous, qui vivons à l'intérieur d'un État de droit et à l'intérieur d'un État qui est à peu près légitime, hein, on ne va pas non plus trop faire les difficiles, bien, nous avons encore tout à fait l'autorisation de questionner la justice des lois qui sont votées de façon tout à fait convenable par un Parlement tout à fait convenablement élu. Donc, si nous voulons pouvoir encore critiquer quelque chose du fonctionnement des institutions dans notre pays, il faut bien qu'il y ait quelque chose comme un critère de justice qui ne soit pas un critère de droit, ni même à la limite un critère politique, mais qui soit donc un critère que pour aller vite on qualifierait de moral. Il n'y a pas tellement d'autres termes pour signifier une normativité qui soit ni juridique, ni sociale, ni traditionnelle, ni religieuse, et ni culturelle, et donc ni politique. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair? Vous m'arrêtez hein, s'il y a le moindre doute, on n'est pas très nombreux, donc on peut discuter même au cours de route. Voilà le problème. Alors, à cette question, quelles sont les possibilités, à ces questions, quelles sont les possibilités de réponse? J'insiste pas sur le premier point, la question de la légalité, qui est au fond assez simple. Hein. Pour qu'un État soit légal, il faut qu'il fonctionne techniquement selon les critères du droit. Bon, ça ne pose pas de difficultés considérables. Hein. Je dirais que n'importe quel État a tout intérêt à fonctionner de cette manière-là. Et on le voit bien, la pire des dictatures fait toujours un petit effort pour avoir l'air d'un État de droit. Et formellement, d'ailleurs, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité, c'est quand même mieux de fonctionner par le droit. Hein. Parce qu'on a une facilité d'imposition de la norme qui est toujours ce qu'il y a de préférable. Et d'ailleurs, même après coup, les dictatures font semblant de produire des constitutions un peu, évidemment, ad hoc, hein, mais qui semblent conforter la légalité du pouvoir en place, même si la prise du pouvoir a été éventuellement totalement illégale. Donc laissons de côté ce problème qui n'est pas philosophiquement captivant, même s'il est important d'un point de vue juridique. Ce sont les deux autres problèmes qui vont nous intéresser. Parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse répondre d'un coup aux deux questions. C'est-à-dire à la question de la légitimité et la question de la justice au sens moral du terme. Et, je le dis d'emblée, ce que va faire Rawls, c'est répondre d'un coup, et d'un coup d'un seul, à ces deux questions, ce qu'il est, à mon avis, à peu près le seul à faire dans la tradition de la philosophie politique. Pourquoi il est compliqué de répondre à ces deux questions? Parce que vous le voyez déjà, même à titre de votre propre expérience politique, que la question de la légitimité est tranchée aujourd'hui par la démocratie parlementaire, ou même présidentielle, peu importe, ne répond pas à la question de la justice. Ça ne suffit pas. Il faut s'y prendre autrement pour répondre à la question de la justice. C'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai depuis qu'on a pris en charge cette question, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à réfléchir sur les fondements de cet État qui, historiquement, a émergé. Alors, évidemment, hein, les choses se font toujours en retard d'un point de vue philosophique. On n'a pas attendu la réflexion philosophique sur l'État pour faire des États. Les États se sont faits tout seuls pour des tas de raisons historiques qui n'ont rien à voir avec la philosophie. Et c'est en cours de route, en quelque sorte, à partir, on va dire, en gros du XVIIe siècle, hein, éventuellement toute fin du XVIe, mais surtout fin du XVIe, XVIIe siècle, et surtout XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on a commencé à se poser la question, ces États qui sont là, pour des tas de raisons tout à fait contingentes, à quelles conditions pourrait-on leur conférer une véritable légitimité? Ce qui, évidemment, serait une bonne solution pour les conforter dans leur exercice,
et dans leur stabilité. Alors pourquoi la question se pose et comment elle se pose? Elle se pose à un moment donné où on commence, et déjà bien avant la Révolution française, à avoir quelques doutes sur les processus de légitimation habituels. Au fond, je dirais que jusqu'au XVIIe siècle, les choses sont assez simples. On se fonde, notamment dans la civilisation chrétienne dans laquelle nous vivons, sur saint Paul, nisi potestas adeo. Nul pouvoir, tous les pouvoirs viennent de Dieu, ou aucun pouvoir ne vient pas de Dieu. Et les pouvoirs en place sont légitimés par leur origine divine. Saint Paul dit ça, hein, c'est absolument net, et ça légitime d'un coup tous les pouvoirs, avec cette subtilité du texte que ça légitime n'importe quel pouvoir. Les pouvoirs sont là, et en tant que tels, ils sont légitimés par leur origine divine. La question est réglée d'un coup. Donc, un État est juste et légitime si le pouvoir peut être conçu comme émanant du véritable souverain, à savoir Dieu, qui, en quelque sorte, fait descendre sa souveraineté sur le souverain temporel, alors dans le domaine strictement religieux, le pape, et dans le domaine plus politique, le roi. On commence à avoir des doutes sérieux, et on commence à se rendre compte que ça ne fonctionne pas très bien, et que, en tout cas, ce n'est pas forcément de nature à emporter le morceau auprès de la population, d'une certaine manière. Il faut se souvenir de ce que dit Weber. Il faut convaincre, hein, sinon ça ne fonctionne pas bien. Il faut faire croire, en tout cas, que le pouvoir est légitime. Donc, va s'établir, tout au long du XVIIe ou du XVIIIe siècle, une très vaste tradition, dont je vais dire deux mots avant d'en venir, rassurez-vous tout de suite à Rawls, hein, une très vaste tradition de réflexion sur les conditions de légitimation de l'État et du pouvoir étatique. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la philosophie du contractualisme. Alors comment ça se passe? Parce que c'est important d'avoir un petit rappel, je suppose que peut-être que vous connaissez tout ça, mais je voudrais rappeler, parce que c'est important pour Rawls, qui se situe tout à fait explicitement dans cette tradition, qui le dit d'emblée, je suis contractualiste. Alors qu'est-ce que c'est être contractualiste? C'est construire un modèle de pensée qui va nous permettre de comprendre à quelles conditions un pouvoir politique est légitime. Et c'est un modèle de pensée qui se base sur, comme va le faire Rawls d'ailleurs tout à fait nettement dans Théorie de la justice, sur une expérience de pensée. Expérience de pensée bien connue. Faisons une hypothèse, supposons des hommes juste sortis des mains de la nature, comme le dit Rousseau, hein, et puis regardons un peu ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle traditionnellement l'état de nature. L'idée est que cet état de nature, c'est-à-dire une situation humaine pré-politique, conduit nécessairement à un moment donné à tout un tas de difficultés qui rendent la vie sociale complètement intenable. À partir de ce moment-là, à la fin de cet état de nature, on fait l'hypothèse, et c'est une expérience de pensée, ça n'a jamais existé dans l'histoire, hein, d'un contrat passé librement entre les individus qui vont instituer un pouvoir commun qui est supposé régler les problèmes de l'état de nature. Puis, ce contrat ayant été passé, on va construire, troisième moment de cette expérience de pensée, un État à proprement parler, avec sa constitution, son organisation, ses pouvoirs séparés, etc. L'idée générale est très simple, hein, et on pourrait la formuler de façon quasi mathématique. Hein. Un État est juste au sens de légitime si et seulement si il satisfait à deux exigences. Premièrement, mettre fin aux difficultés de l'état de nature. Deuxièmement, être le produit d'un contrat. Donc on a un double système de légitimation. Légitimation par l'effet, résoudre le problème du désordre social existant à l'état de nature, et une légitimation par l'origine, être produit par un contrat librement passé entre des individus. Les deux conditions sont nécessaires. Pourquoi les deux? Parce qu'on pourrait bien imaginer que par un coup d'État, ou la prise de pouvoir arbitraire d'un individu, on en vienne à avoir une société d'ordre. Là, on aurait la légitimation par les faits, ça marche, à peu près les hommes se tiennent tranquilles, mais on n'aurait pas la légitimation par l'origine. Ou à l'inverse, on a un contrat social, mais un contrat social qui ne fonctionne pas. Les institutions sont mal fichues, la situation est pire qu'avant.
l'État n'est pas légitime. Donc on a un système, vous le voyez, assez simple, hein, finalement, qui satisfait à peu près à tout ce qu'on demandait. On a la solution. Si on n'a plus les problèmes qu'on avait avant, enfin, expérience de pensée, hein, il n'y a jamais eu d'avant, hein, qu'on peut supposer avoir si on n'a pas de politique, condition première, c'est bien, c'est rempli, ok. Deuxième condition, là, le processus démocratique qui va contractualiser, qui va faire se contractualiser les individus entre eux et produire une institution qu'on va appeler État. C'est à peu près clair ? Bon, voilà, c'est assez simple, hein, au fond. C'est assez simple, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Alors pourquoi ça ne résout pas tous les problèmes ? Eh bien parce que ce processus est précisément un processus qui va répondre à la question de la légitimité, mais pas vraiment à la question de la justice. Alors on le voit très bien que la question de la justice reste un peu l'inconnu dans cette affaire. Je prends ici, je vais vous parler de quelques textes avant de venir dans 3 minutes à Rawls, quelques textes de cette tradition-là. Bon, il y a beaucoup d'auteurs, hein, qu'on pourrait invoquer, dans l'ordre, Grotius, Pufendorf, qui ne sont pas très très célèbres, mais ensuite les plus connus, Hobbes, je vous les donne à peu près dans l'ordre, hein, Hobbes, Locke, Rousseau, alors Spinoza un peu avant, je reviens en arrière, qui est d'une certaine façon contractualiste, Kant qui est en partie contractualiste aussi, Fichte qui est contractualiste, et puis ça va un peu plus loin, ça va guère plus loin dans le 19e siècle, après ça s'arrête à peu près d'un coup. Hein. Mais donc on a une grosse période contractualiste, et tous ces auteurs ont en commun de partir de cette expérience première de pensée qui est l'état de nature, qui pose un problème qu'on va voir tout de suite en termes d'arbitraire, hein, mais surtout, tous ces auteurs ont en commun de ne pas résoudre le problème de la justice en refusant ou en ne pouvant pas statuer sur cette norme extra-politique qui pourrait nous faire le partage entre une bonne loi et une mauvaise loi, entre une loi juste et une loi injuste. On le voit très bien chez quelqu'un comme Rousseau. Je prends le plus connu des... Je vais vous parler des trois grands, Hobbes, Locke et Rousseau, mais je prends Rousseau pour commencer parce que là c'est exemplaire chez lui. Si vous regardez le contrat social, bon, au départ tout va bien, hein, enfin tout va bien. D'un point de vue intellectuel, on comprend très bien comment ça fonctionne, l'état de nature, etc. Ça c'est plutôt dans le discours sur l'inégalité. Puis dans le contrat social, il montre les conditions du contrat, et on arrive à un moment donné où bon, on a compris le pouvoir, l'État sera légitime s'il est le produit de cet acte par lequel un peuple est un peuple, dit Rousseau, c'est-à-dire un contrat social qui établit une volonté générale souveraine, un peuple souverain qui au fond coïncide avec l'État. Hein. Le souverain, c'est l'État, mais c'est d'une certaine manière le peuple lui-même. Mais la justice dans cette affaire, il ajoute juste après, toute justice vient de Dieu. Et nous ne sommes guère capables de la recevoir de si haut, comme il dit assez curieusement. Et il est obligé d'introduire dans sa superbe machine un personnage singulier qu'il appelle le législateur, qui est une sorte d'homme de grand sage, au fond, un peu intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui est supposé susurrer à l'oreille de la volonté générale en lui disant « c'est comme ça qu'il faudrait faire pour arriver à des lois justes ». Qu'est-ce que c'est cette histoire de législateur ? Et il le dit lui-même, c'est le mouton à 5 pattes, hein, on ne va pas le trouver. Et donc, on a une aporie, hein, une impasse philosophique. Rousseau ne parvient pas de façon très satisfaisante à répondre à la question de la justice, si ce n'est en invoquant Dieu. Ce qui, chez Rousseau, ne pose d'ailleurs aucun problème. Hein. La conscience morale vient de Dieu, instinct divin qui vient de Dieu, les hommes sont dotés de conscience morale, donc je dirais le problème est réglé. Hein. Mais c'est un peu fâcheux, à l'intérieur d'un système qui est une construction intellectuelle supposément intégralement rationnelle, de faire intervenir Dieu dans cette machine. Locke, penseur libéral, très proche à bien des égards de Rawls, hein, qui est plus qu'ancien que Lockéen, mais on y reviendra, fait quelque chose d'un peu similaire. Il dit, de toute façon, l'homme à l'état de nature, il a une loi morale en lui. Il a un sentiment moral. La loi de nature, la morale, elle est dans l'homme, à l'état de nature. Donc, il est bien capable, après coup, de juger ce qui est juste et pas juste. Le problème de la légitimité,
sera réglée politiquement, la question de la morale, elle est déjà réglée à l'état de nature. Donc, ce n'est pas un problème politique à proprement parler. Le seul qui est un peu conséquent dans cette affaire, c'est Hobbes, hein, qui dit la justice, c'est la légalité. La justice, c'est le droit. Vous avez un droit établi par un pouvoir souverain produit par un contrat, ce qu'il fait est juste. Ce qu'on appelle une thèse qu'on appelle le positivisme juridique. C'est la thèse la plus simple. Hein. C'est une mauvaise question. Donc en France actuellement, si vous commencez à chipoter, à dire telle ou telle loi votée par le Parlement français est injuste, donc vous vous trompez, vous dites n'importe quoi littéralement. Si c'est voté par un Parlement légitimement élu, c'est juste. Un point, c'est tout. Toute autre question relève du blabla. Ce qui est très satisfaisant philosophiquement, qui peut être un peu embêtant politiquement. Voilà. Donc, vous voyez un problème. C'est qu'à cette question de la justice politique, les contractualistes traditionnels ne répondent que de façon très imparfaite, sauf à introduire une sorte de deus ex machina, comme le fait Rousseau, ou à présupposer ce qu'il s'agit de démontrer, c'est-à-dire une justice à la mettre d'emblée dans l'individu, avant même qu'il contracte, à l'état de nature. C'est facile, d'une certaine manière, hein, mais ça résout un certain nombre de problèmes. Ça enlève de réfléchir. Donc voilà, on a cette première difficulté. Alors il y a une deuxième difficulté, et j'en viens à Rawls. Une deuxième difficulté, c'est que chacune de ces machines, les trois grandes, Hobbes, Locke et Rousseau, aboutissent à des résultats politiques complètement différents. Comment voulez-vous produire une théorie satisfaisante, universellement acceptable de la légitimité politique, si au bout du compte, ces constructions qui prétendent être toutes les trois absolument rationnelles aboutissent à des États complètement différents. Du libéralisme lockéen à une société, à un régime autoritaire comme chez Hobbes, avec un républicanisme complet chez Rousseau. Ça n'a rien à voir du point de vue de la politique. Pourquoi ? Bien parce que le point de départ qui lance toute la machine est complètement différent. Si vous concevez l'homme comme étant un loup pour l'homme, à la manière hobbesienne, forcément que vous allez arriver à l'exigence d'un régime autoritaire. Si vous le concevez comme un agneau, ou à peu de choses près, comme Locke, forcément que vous allez aboutir à un État libéral, puisque le gros du travail sera fait par la normativité interne de l'homme, dont il dispose à l'état de nature. Donc, qui décide de ce point de départ qui en fait décide de tout ? Rien, si ce n'est une hypothèse qui n'eut jamais d'exemple, comme le dit Rousseau. Donc, je feins des hypothèses. Hein. Et c'est quand même embêtant cette affaire, hein, parce qu'après tout, on n'a aucune idée de ce qu'est un homme à l'état de nature. Alors tous, comme c'était la mode au XVIIIe siècle, hein, vont dire oui, je vais voir dans quelques forêts amazoniennes. Mais bon, voilà, on tombe souvent dans une pure et simple mythologie, un ethnocentrisme massif. Enfin, c'est d'un point de vue de la qualité de l'information anthropologique, c'est véritablement nul. Hein. Donc, on n'apprend pas grand-chose à part ce moyen-là. Donc Rawls prend en charge cette double impossibilité du contractualisme traditionnel. Il prend en charge celle dont je viens de parler en disant « je ne vais rien présupposer ». Et donc je vais formuler une sorte d'équivalent de l'état de nature, mais en ne m'appuyant pas du tout sur une sorte de préconception de ce qu'est la nature humaine. Je vais donc aller plus loin dans la formalisation. Je vais être dans un constructivisme philosophique beaucoup plus net, en évacuant tout ce qu'on peut imaginer être un être humain. Je pars d'une sorte d'atome brut de liberté. Je ne sais pas ce qu'est l'homme. Il n'a aucun sentiment naturel. Il a un tout petit ensemble de qualités qui vont lui permettre de contracter, mais c'est tout. Donc il va formaliser pour désanthropologiser. C'est clair de le dire comme ça ? Enlever toute dimension humaine, expérimentale, à l'homme. Donc, ce qui est supposé résoudre le deuxième problème. Alors, ce qui est très fort dans l'affaire, c'est qu'il résout aussi le premier. Parce que les principes de justice auxquels on va aboutir par une théorie du contrat ne sont pas simplement des principes d'institution du pouvoir, mais ce sont aussi des principes de fonctionnement. Donc, son contrat social, il ne va pas se contenter de dire « nous nous mettons d'accord pour nous soumettre à tel ou tel pouvoir qui va régler l'ordre social ». Dans le contrat vont être intégrés
des questions tout à fait concrètes d'organisation politique, de fonctionnement social et surtout de fonctionnement aussi économique, de fonctionnement fiscal, de fonctionnement culturel, de fonctionnement, bref, l'intégralité de ce qui peut conduire et gérer une communauté va être mise en jeu. Voilà le propos de Rawls dans la théorie de la justice. Donc vous voyez, l'ambition est énorme, hein. On reprend tout à zéro, on s'appuie sur ce qui a fonctionné, donc la démarche contractualiste n'est pas véritablement remise en cause dans sa logique, mais il y a ces deux grandes modifications, un seul contrat qui va instituer à la fois la légitimité et la justice, et surtout un point de départ qui est un peu différent. Alors venons-en au point de départ, j'en viens au tout début, je ne veux pas tout vous résumer, hein, rassurez-vous, mais j'en viens au tout début du texte, où il va montrer ce qu'est l'objet de son texte, qui est bien de définir ce que sont des principes fondamentaux de justice. La théorie de la justice, c'est l'énoncé des principes de justice, c'est-à-dire des principes qui doivent structurer toute institution politique qui voudra se présenter comme juste, qui pourra se présenter comme juste. Alors voilà comment il définit la justice. Je cite, le texte, ou si en sortant d'ici vous avez envie de le lire, hein, allez-y, c'est pas très difficile, c'est un peu technique, mais il n'y a pas de... C'est comme c'est souvent le cas dans la philosophie américaine, ça se lit, hein, c'est pas du tout... c'est pas illégal. Hein. On appelle juste ou injuste beaucoup de choses différentes, pas seulement des lois, des institutions et des systèmes sociaux, mais aussi les actions particulières les plus variées. Nous appelons aussi juste ou injuste les attitudes et les traits de caractère d'êtres humains comme ces êtres eux-mêmes. Mais ici, nous avons à traiter de la justice sociale. Donc il évacue la question de la vertu, du comportement, hein, la justice en société. Qu'est-ce que c'est la justice sociale? Non pas au sens contemporain, hein, la justice dans une société, hein, pas simplement ce qu'on appelle nous aujourd'hui la justice sociale. Pour nous, l'objet premier de la justice, c'est la structure de base de la société, ou plus exactement, la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des avantages tirés de la coopération sociale. Vous avez d'emblée dans cette phrase les deux objets sur lesquels il va statuer. Le premier, c'est la façon dont les institutions sociales les plus importantes répartissent les droits et les devoirs fondamentaux. La première chose à quoi il faut réfléchir, c'est quel système juridique faut-il pour que les droits et les devoirs fondamentaux de tous les individus participants au contrat soient correctement assurés. On a là ce qui correspondrait non pas tant à la justice sociale qu'à la justice, même au sens juridique du terme. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous vivions dans un État où les droits fondamentaux sont assurés? Droits fondamentaux, hein, on parle ici donc de la liberté de penser, d'un certain nombre de droits qu'il va considérer comme fondamentaux et qu'on considère comme fondamentaux dans les constitutions, dans la Constitution française par exemple, hein, comme le droit de propriété ou le droit de se déplacer, ou etc., etc. Ensuite, il ajoute, il faut statuer également sur la répartition des avantages tirés de la coopération sociale. La coopération sociale, pour le dire autrement, l'économie, fait que nous produisons des biens et des services, comment on va répartir le gâteau? Et cette question-là, c'est quelque chose qui est absolument absent des théories contractualistes traditionnelles. Hein. Donc il va bien s'attacher, vous voyez, d'où la dimension très concrète du texte, il va s'attacher aussi à la question des inégalités sociales, des inégalités de pouvoir, des inégalités de revenus, bref, à quelque chose qui dépasse de loin ce à quoi on s'intéressait dans la philosophie politique traditionnelle. Par institutions les plus importantes, j'entends la constitution politique et les principales structures socio-économiques. La constitution politique qui dépend directement de l'état de droit, et les principales structures socio-économiques qui peuvent dépendre de façon très indirecte de l'État. C'est l'organisation générale de l'économie, y compris par des institutions pas directement étatiques. Ça peut être des associations, ça peut être des organismes de mix d'un point de vue du droit, etc.
Ainsi, la protection légale de la liberté de penser, l'existence de marchés concurrentiels, la propriété privée des moyens de production et la famille monogamique en sont des exemples. Il donne des exemples de ce qu'il considère comme étant des marques de cette organisation-là. Donc, voilà ce sur quoi on va statuer. Alors, pour se mettre d'accord, comment on va faire? Comment on va faire pour déterminer les principes de justice? C'est dans ces deux domaines-là, hein, l'aspect juridico-politique et l'aspect politico-social. C'est clair, ces deux aspects, hein? Donc, droits fondamentaux et répartition des biens. Eh bien, on va faire une expérience de pensée. On va la faire ensemble. Hein. Si ça marche, ben c'est qu'il a réussi son coup. On va faire l'expérience de pensée suivante. On la fait ensemble, après je vous donne le texte, hein, comme ça vous n'allez pas tricher. On va la faire ensemble. Feignons une hypothèse, comme il le fait. Supposons que de l'autre côté de ce mur, vous avez une salle à peu près de la même taille, qui correspond à la vie sociopolitique que vous allez devoir vivre. Nous sommes dans cette petite pièce, dans une salle d'attente de l'existence. Nous savons pas beaucoup de choses, nous savons que nous allons devoir vivre ensemble, on est, je sais pas, une bonne vingtaine, toute notre vie. De l'autre côté, après une porte ici. Voilà ce qu'on sait. Je sais que je vais devoir vivre dans une société organisée politiquement. C'est tout ce que je sais, parce que précisément, toutes les autres informations dont je dispose habituellement, c'est-à-dire je sais que je suis un homme né à, habitant à, de tel âge, de telle origine sociale, de telle origine culturelle, etc., tout cela est neutralisé par une opération de pensée qui est une assez belle trouvaille qu'il appelle le voile l'ignorance. Donc faites l'exercice vous, là, tout de suite, placez sous voile l'ignorance tout ce que vous savez de vous et tout ce que vous savez des autres. Ça va? Vous y arrivez? Donc vous ne savez rien. La seule chose que on a des attentes. Alors, minimal justement, il va évidemment dire, bon, on met tout sous voile d'ignorance, mais on ne met pas tout à fait tout. Qu'est-ce qu'on laisse? On vous laisse, je dirais, la structure psychologique minimale d'un être humain. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui a un certain nombre de désirs, qui a une forme de rationalité, et qui, pour articuler intelligemment ses désirs et sa rationalité, va utiliser sa rationalité pour maximiser les chances de succès de son désir. Le présupposé anthropologique, on y reviendra, mais est, dit-il, mineur. Je ne sais pas si je suis bon ou mauvais, intelligent ou pas intelligent, je sais juste que je suis un être désirant, à minima calculateur, en tout cas, qui a un minimum d'intérêt pour sa propre vie et pour les possibilités de réussir dans la vie. Est-ce que le présupposé est lourd? Pas trop. Hein. On peut difficilement, en tout cas dans un premier temps, contester cette réalité psychologique de base d'un individu humain normal. Bon. Donc ce que vous savez, c'est rien, si ce n'est que vous êtes désirant et rationnel. Vous savez, et ça évidemment c'est éventuellement un peu plus contestable, vous avez une très vague idée de ce qu'est le droit, et de ce que sont les biens fondamentaux qu'on peut attendre légitimement de la vie humaine. Donc vous savez à peu près ce que vous espérez en termes de conditions de vie minimales, vous savez ce qu'est en gros la sécurité, la liberté, la satisfaction de ses besoins vitaux, etc. Ça va? Vous y êtes? Bon. Donc, une donnée psychologique de base, des connaissances minimales, mais qui nous sont évidemment totalement communes. Tout le reste qui relèverait de la connaissance de ma singularité de candidat à la vie est placé sous voile d'ignorance. Bon, maintenant, on va passer de l'autre côté de la pièce. Il faut qu'on se mette d'accord. Comment on va vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on va demander? Petit nombre de principes politiques qu'on va demander. L'idée étant, et vous voyez le raisonnement, seront justes les principes de justice énoncés sous voile d'ignorance par un individu doté de ces informations minimales sur le sens de la vie politique. On est dans un contractualisme finalement relativement classique, sauf qu'on a évacué toute la dimension sentimentale qu'on trouve très abondamment chez Hobbes ou chez Rousseau ou chez Locke. On n'en sait rien de tout cela. Alors peut-être quelle est la première chose qu'on va demander?
Qu'est-ce que vous aimeriez au minimum avoir dans la pièce d'à côté du point de vue politique, c'est-à-dire du point de vue de la régulation de nos rapports, donc de la répartition des droits, des biens, etc. Le droit à la parole. Alors ça peut en faire partie, mais là vous êtes entré déjà dans le détail en quelque sorte. La liberté. Alors, éventuellement la liberté, mais La répartition juste de ce qu'on peut faire tous ensemble, en fait, une sorte d'égalité. alors qu'on ne se tape pas dessus, effectivement. Donc c'est effectivement peut-être ce qu'on va demander en premier, c'est-à-dire une forme de sécurité minimale, une forme, vous avez dit liberté. Tolérance. Alors tolérance, respect, tolérance, là on est déjà dans la morale. Hein. Restons dans une formalisation maximale. Je dirais sécurité, liberté et peut-être. Et entre nous, comment doit se répartir les droits? L'égalité. L'égalité, évidemment. Donc, ça veut dire tout simplement que liberté, égalité, sécurité, ça, c'est le minimum. Pourquoi? Parce que je ne sais pas du tout. Si j'avais l'information, je serais fort, intelligent, riche, célèbre, etc., je ne vais pas demander l'égalité, ce n'est pas mon avantage. Je vais demander l'inégalité. Mais je ne sais pas. Donc, cherche de vouloir autre chose que l'égalité, c'est une prise de risque considérable. Donc, du point de vue d'un strict raisonnement égoïste intéressé, je veux l'égalité. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on produit quelque chose qui, dans la tradition de la philosophie politique, semblait reposer sur une valeur, l'égale dignité des êtres humains, on la fonde sur un raisonnement rationnel intéressé. Alors on va dire, mais c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. C'est tout à fait logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quelle que soit notre situation, nous préférons quand même vivre dans une société égalitaire, du point de vue des droits fondamentaux. Je dis bien des droits fondamentaux, c'est pas la répartition égalitaire des biens. Donc, ça tombe bien. On a ce premier principe, je vous donnerai le texte ensuite, il dit le premier exige l'égalité dans l'attribution des droits et des devoirs de base. Donc, c'est tout simplement ça, les droits, les devoirs de base, on exige une égalité parfaite. Donc le premier problème, c'est-à-dire le problème juridico-politique est réglé, nous pouvons dire qu'est juste une société ou un État qui garantisse absolument l'égalité dans la liberté ou la liberté dans l'égalité. On va dire on est bien avancé, on s'en doutait un petit peu. Sauf que si on s'en doutait, c'était sur la base d'une tradition, d'une culture, d'une habitude, d'une histoire démocratique, de toutes sortes de choses, mais pas sur la base d'un argument strictement rationnel, sans aucun présupposé. Alors là où c'est plus intéressant, et c'est à partir de là que le texte a pris une ampleur et est devenu un motif de discussion infini, c'est qu'il va ajouter un second principe. Et celui-là, on n'y pense peut-être pas forcément tout de suite, mais mettez-vous dans la peau de ces pauvres candidats-là. Bon, ok, on a une sorte d'égalité juridique de l'autre côté de la pièce. Après, si on est un petit peu à la fois rationnel, un peu égoïste, un peu intéressé et un peu prévoyant, à quoi on pourrait éventuellement penser en termes de répartition des biens et des pouvoirs, en imaginant que tout ne va peut-être pas fonctionner exactement de façon parfaite. Alors si ça ne marche pas, c'est que Rawls a tort. Normalement, ça doit marcher à tous les coups. Oui, c'est ça, des règles. Des règles, elles sont déjà garanties. On a un État qui fonctionne avec... Du point de vue juridique, c'est réglé. Là, je parle bien plutôt de la répartition des biens et des pouvoirs. Concentration. Quelqu'un, entre guillemets, commande. Oui, ça c'est le droit. Ça peut être une condition de la sécurité commune. Pensez plutôt, et c'est ce sur quoi il va insister, sur la répartition des biens. Collectif. Partage des terres. Est-ce que vous allez demander, vous ne savez pas du tout quelle va être votre situation, est-ce que vous allez demander spontanément une collectivisation intégrale? J'ai pas compris votre mot. Une collectivisation, pas de propriété privée, est-ce que spontanément on va exiger une mise en commun totale de toute la totalité des biens? Non. Il a un doute par rapport au minimum de psychologie qu'il postule chez l'être humain. Pas ça. Est-ce que vous pouvez exiger
que cette répartition des biens soit inégalitaire selon des critères, par exemple, de couleur de cheveux. Non. Vous ne savez pas, donc c'est une prise de risque considérable. Donc à quoi vous avez intérêt à songer quand vous ne savez pas ce qui va advenir de vous dans la vie? Donc vous ne savez pas non plus si vous allez être en bonne ou mauvaise santé, si vous allez naître dans une banlieue sordide ou au centre de Paris. Vous ne savez pas. Donc, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure. On s'assure. C'est exactement ça. On s'assure. Et comment va-t-on s'assurer? Eh bien, on va s'assurer en souhaitant des principes de justice qui garantissent la possibilité d'une sorte de solidarité ou d'une sorte de filet de sécurité, enfin quelque chose qui pourra me sauver si ça tourne mal. Parce que je ne sais pas comment ça peut tourner. Or, si... C'est la protection, vous voulez dire. Protection, mais vraiment au sens de l'assurance et au sens social du terme, hein, pas au sens juridique. Parce que la protection de votre sécurité, elle est déjà assurée par le premier principe. Et donc, il va dire, bon, ça veut dire que l'État va devoir un petit peu moduler le principe d'égalité qu'on avait dans l'égalité juridique pour essayer de contrebalancer la mauvaise chance au tirage de certains, éventuellement répartissant les revenus de telle manière, et les revenus et les responsabilités de telle manière à ce qu'on sauve en quelque sorte le plus mal loti. Et on a donc cette formulation qui est assez intéressante, hein, le second. Donc, le second principe, encore une fois, le principe que vous choisiriez si vous étiez dans cette situation-là. Lui pose que des inégalités socio-économiques, prenons par exemple des inégalités de richesse ou de pouvoir, sont justes si et seulement si elles produisent en compensation des avantages pour chacun et en particulier pour les membres les plus désavantagés de la société. Donc, ok pour des salaires différents, ok pour des responsabilités différentes dans une entreprise par exemple, hein, à la condition que ça bénéficie aux plus défavorisés. Pourquoi? Non pas parce qu'il faut aimer les pauvres, hein, ou parce qu'il faut être sympathique, ou parce qu'on est gentil, mais parce qu'on est égoïste, et qu'on a prévu la possibilité d'être soi-même le plus défavorisé. Donc vous mettez à l'origine de la solidarité, non pas la fraternité, c'est en cela qu'il est plus réaliste, hein. La fraternité, bon c'est joli, mais bon, on ne voit pas trop ce que ça vient faire dans une constitution politique, hein, si on est un peu froid, en quelque sorte, et un peu réaliste aussi. Il dit, mais non, fraternité, on ne peut pas exiger la fraternité. Par contre, on n'a même pas à l'exiger parce que c'est spontané. Nous réfléchissons un petit peu, hein, nous prévoyons le coup. Ça peut mal tourner pour moi. Et donc, on a un principe qui va légitimer quelque chose qui ressemble à un État-providence. Avec, et c'est ça qui va compliquer beaucoup les choses et qui va donner lieu à des discussions techniques. Ok, mais comment ça s'applique ce principe-là? Si et seulement si. Comment on fait pour calculer le degré d'inégalité socio-économique qui bénéficie à la personne la plus défavorisée? Mais si, vous voyez en quoi c'est tout à fait intéressant du point de vue de la politique tout à fait concrète, et si John Rawls, pourtant le texte, hein, il est hyper formaliste, hein, c'est technique hein, cette affaire. Si ce texte est à la base, depuis 50 ans maintenant, de la gauche américaine, de ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis, c'est que c'est un incroyable dispositif technique pour fonder l'État-providence. Et fonder ce qu'on peut appeler, alors du point de vue politique, ce qui correspondrait à peu près à une social-démocratie. Ou éventuellement à une forme de libéralisme à la sauce américaine, donc quelque chose qui est plutôt à gauche, hein, du point de vue de l'échiquier politique. Alors après, il faut voir comment ça s'applique. Hein. Mais on peut très bien dire, ça serait un critère tout à fait intéressant pour fixer l'échelle des salaires en France. Hein. Bon, on a un revenu minimal, c'est le filet de sécurité, mais dans la théorie de Rawls, il faut un revenu maximal. Si et seulement si. À partir de quel revenu on dépasse le si et seulement si? Comment on fait pour calculer ça? C'est pas facile, hein, parce qu'il faut le calculer. Il faudrait le calculer à l'intérieur de chaque entité économique. Et évidemment, on va tout de suite sur des questions vraiment d'économie concrète. Combien faut-il payer à un chef d'entreprise pour que la qualité de son travail garantisse le salaire et la vie de la personne la moins bien payée de la même entreprise?
Alors, je ne sais pas, hein, et c'est des choses qu'on peut discuter. Je ne sais pas, 50 000, 20 000, 100 000, 200 000, 10 000. À l'époque, l'échelle était de 1 à 20. Pardon ? À une époque, l'échelle était de 1 à 20. Alors, l'échelle a beaucoup varié, hein, et effectivement, là, on est plutôt dans une ouverture de l'échelle. Hein. Ouais. Et après, comment fait-on pour fixer ça? C'est techniquement compliqué. Hein. Et évidemment, c'est encore à peu près jouable dans une entreprise, mais pensez à une équipe de foot, hein, par exemple. Est-ce que ça s'applique même au salaire du PSG? C'est à faire. Comment on fait pour dire? Et évidemment, après, il y a un problème encore plus technique. Comment on fait pour décider qu'au-dessus de ça, c'est interdit? Alors évidemment, on peut le faire par la fiscalité. Hein. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. On ramasse tout ce qui dépasse. Hein. Et puis voilà. Et après tout, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est en cela que finalement la thèse est assez puissante, est-ce qu'on ne peut pas dire, mais non, c'est injuste. Donc c'est inacceptable. Un salaire d'1 million d'euros par semaine, hein, par exemple Mbappé, ce qui lui est proposé au Real Madrid, au PSG pour qu'il reste, 1 million d'euros par semaine. Alors on va dire c'est beaucoup, mais c'est pas que c'est beaucoup, c'est que ça marche pas, c'est même pas que c'est pas proportionnel, c'est que ça marche pas par rapport aux critères. C'est que est-ce que c'est vraiment favorable à quelqu'un? Alors on va dire, mais oui, peut-être que c'est favorable à quelqu'un. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'après, il y a des tas de gens qui dépendent de l'économie du PSG, etc., etc., etc. Si l'équipe se retrouve en 3e ligue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quand même quelque chose. Éventuellement des gens qui sont au chômage, etc. Donc c'est pas simple. Hein. Donc justement, l'intérêt, c'est qu'au lieu de rester dans une sorte de moralisme, c'est mal de gagner de l'argent ou c'est bien de gagner de l'argent, non, voyons concrètement si ça correspond à la situation que je pourrais souhaiter sous voile d'ignorance, etc., etc. Alors, évidemment, il me reste 10 minutes pour dire que c'est pas sûr que ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi? Quelques critiques, hein, elles sont innombrables. Ils sont innombrables les critiques qui ont été faites tout de suite en 1971 à ce texte par toute la pensée politique américaine, et puis après, par les grands penseurs français. Il y a des critiques très rudes du côté de Habermas en Allemagne, du côté de Ricoeur en France, et puis on a aux États-Unis, évidemment, par la gauche et par la droite, hein, évidemment. Puisqu'il est, on va dire, gauche modérée, hein, le gros des philosophes américains sont plutôt plus à droite que lui, sauf certains, évidemment, qui vont trouver ça assez insuffisant, du point de vue de la gauche, hein, si je puis dire. Alors, quelques critiques pour que vous ayez une idée et quelques réponses de Rawls. La première critique, qui est peut-être la plus fondamentale, c'est celle la supposée neutralité de l'opération. Il évacue, dit-on, la nature humaine. Ok? Mais qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse cette idée qu'il considère, sans véritable discussion qu'elle est universelle, que l'homme est un animal rationnel, désirant, égoïste. Or, le problème, et ça, de très nombreuses analyses historiques et anthropologiques l'ont montré, c'est que c'est tout simplement pas vrai. La spontanéité calculatrice de l'homme, c'est un présupposé qu'on trouve chez Rawls, et c'est ce qu'on appelle dans la théorie économique classique l'homo economicus. Sommes-nous vraiment des hommes économiques, c'est-à-dire des acteurs, des agents sociaux motivés avant tout par la maximisation de notre intérêt propre? Alors c'est bien sûr le système qui fonctionne chez Smith, c'est le système qui fonctionne dans toutes les grandes théories libérales, c'est d'une certaine façon même le système qui fonctionne chez Marx, mais c'est pas du tout, c'est pas sûr que ça soit un universel au sens strict. Alors comment on le sait? Bien, on le sait quand on fait de l'anthropologie notamment, et quand on voit que ben non, c'est pas partout que ça fonctionne. Je vous donne un seul exemple qui est assez marrant, se trouve dans un texte de Lévi-Strauss, rapportant un travail de terrain de Françoise Héritier, que vous connaissez peut-être. Il dit ceci: quand des peuples de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée apprirent des missionnaires à jouer au foot, ils adoptèrent ce jeu avec enthousiasme. Mais au lieu de chercher la victoire d'un des deux camps, ils multipliaient les parties jusqu'à ce que les défaites de chaque camp s'équilibrent. Le jeu s'achève non pas comme chez nous quand il y a un vainqueur, mais quand on s'est assuré qu'il n'y aura pas de perdant. Donc, il n'y a pas d'homo economicus. Il n'y a pas plus d'homo economicus chez, par exemple, chez les Tupi-Guarani qu'analyse Pierre Clastre, un anthropologue. Non, on est dans des sociétés dites qui sont des sociétés d'abondance où tout le monde a ce qu'il veut, mais sans jamais réclamer plus.
et sans jamais vouloir maximiser quoi que ce soit. Alors, c'est pas non plus par bonté d'âme qu'ils sont comme ça, hein. C'est pas des bons sauvages. C'est simplement que le comportement de l'Homo economicus n'est pas structurellement universel, mais est un produit du système économique et social qui a besoin que l'homme soit ainsi. Et autrement dit, vous voyez une sorte d'erreur de logique, hein. Pour justifier le fonctionnement du système, il se base sur une hypothèse de départ qu'il considère comme étant neutre d'un point de vue anthropologique, mais qui est en réalité produite par le système qu'il tente à légitimer. Vous voyez le cercle? Bon, c'est carrément contestable, hein. Alors, est-ce qu'on peut dire, oui, mais quand même, globalement, le système est bon? Oui, oui, c'est pas mal, hein, ce qu'il nous propose en termes économiques et politiques. C'est même très bien. On a envie de dire, si on avait ça, ça serait quand même déjà très bien. Mais il y a un problème quand même argumentatif au départ qui est tout à fait sérieux, et d'ailleurs, à quoi il va répondre. Donc, il y a ce premier présupposé qui est un peu embêtant. Il parle constamment, et dans la théorie de la justice, d'une sorte de sens inné de la justice. Autrement dit, il retombe dans le travers qu'on trouvait chez John Locke. Parce qu'en fait, quand je vous pose la question, il faut qu'on ait des principes de justice dans la salle d'à côté. Et je présuppose que vous comprenez ce que c'est. Donc je présuppose que vous avez une sens moral minimal qui vous fait comprendre ce que c'est la justice, tout simplement. Et spontanément, vous allez considérer, par exemple, qu'une distribution inégalitaire à des individus de même qualité est injuste. Spontanément, vous allez dire c'est injuste. Mais pourquoi? Est-ce que je ne présuppose pas quelque chose comme la justice en vous? Alors j'ai beau jeu, après, de la retrouver au bout de la machine, en quelque sorte, puisque j'ai déjà mis la justice au départ. On retombe dans quelque chose qu'on voyait déjà chez Locke. Donc un travers constant du contractualisme. Donc il y a une sorte de cercle logique là aussi, et peut-être plus encore, je terminerai par là et par la réponse de Rawls, une sorte d'incompréhension sur ce qu'est la vie politique réelle. C'est-à-dire que tout ça est bien joli, mais si on part des sociétés réelles, nous ne sommes pas sous voile d'ignorance. Donc, nous savons très bien où nous sommes nés et nous avons très naturellement tendance à vouloir tenir compte de ce que nous sommes quand nous agissons comme acteurs sociaux réels. La politique, c'est une question de rapport de force. Et au fond, toute la critique qui va faire de gauche, qui va être faite à Rawls, qui provient à la fois du marxisme, mais pas seulement, hein, du socialisme ou de pensées qui sont plutôt en accord avec Rawls, mais qui vont dire, bon ok, c'est bien joli, mais en attendant, c'est des rapports de force, la vie politique. Donc, ok, pour des principes comme on l'entend ici, sauf que les hommes qu'on a sous la main sont très intéressés éventuellement à ce qu'il n'y ait pas ce système de solidarité et d'assurance au bénéfice du plus défavorisé. Il va y avoir des résistances énormes. Si maintenant on décide de mettre une échelle de salaire, on va dire de 1000 à 10 000, et puis il n'y a plus rien d'autre, de 1 à 10, bon. Ok, mais les résistances économiques vont être énormes. On fait quoi? On dit, c'est ça qui est juste? Oui, d'accord. Et après, on fait quoi concrètement pour que ça s'impose? Alors on peut toujours dire qu'on a raison sur le fond, mais en quoi ça fait avancer la question de dire qu'on a raison sur le fond? Alors il répond à ça, il va dire, ben oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir un argument qui soit un argument rationnel, pour dire qu'il est injuste d'avoir un salaire à 1 million. Et pas pour des questions morales, ni culturelles, ni religieuses, ni tout ce que vous voulez, pour des raisons rationnelles, justement, strictement rationnelles. C'est déjà pas mal, mais ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant. Et donc Rawls, très vite, va répondre à toutes ces questions. Et il va, je termine en 2 minutes, il va proposer un complément en disant, j'ai donné les principes de base, maintenant comment on y arrive? Et il va construire une théorie qui s'appelle la théorie du consensus par recoupement. C'est-à-dire qu'il va dire concrètement comment on fait dans une société réelle, cette fois plus sous voile d'ignorance, hein, il enlève le voile d'ignorance, pour arriver à une forme d'accord fort sur les valeurs politiques auxquelles on tient vraiment, qui va donc de nouveau appeler principe de justice. Mais cette fois en regardant les choses tout à fait matériellement et concrètement. Son idée, qui me paraît assez intéressante, est de dire nous vivons depuis des siècles déjà dans des sociétés pluralistes, et nous avons constaté quand même qu'il est largement préférable qu'une idéologie, qu'une religion, qu'une culture, qu'une théorie ne s'impose pas à tous de façon arbitraire et par la force. Donc,
ce qu'il faut faire pour se mettre d'accord entre nous sur des principes, c'est évacuer, en quelque sorte, non pas ce que nous savons de notre condition, c'est plus un voile d'ignorance, mais c'est mettre de côté nos convictions métaphysiques, religieuses, culturelles, etc. Elles n'ont rien à faire dans le domaine politique. Elles n'ont rien à faire parce que ce sont ce qu'il appelle des doctrines compréhensives, c'est-à-dire des doctrines qui statuent sur ce qu'est le bonheur, ce qu'est la vraie vie, etc. Questions qui ne sont pas des questions politiques. La question du bonheur est une question privée. La question de ce qu'est la vie bonne est une question apolitique. Ça n'a rien à faire dans le domaine politique. Mais sur le reste, nous allons éventuellement pouvoir nous entendre. Comme si chaque communauté métaphysique, si on entend par là l'ensemble des gens qui en gros pensent la même chose sur ce qu'est une bonne vie, était représentée par des cercles qui pouvaient en définitive se recouper dans une position centrale qui sera le produit de convictions partagées. Et il va montrer dans cet autre ouvrage, Justice et démocratie, comment on peut arriver à ce consensus, à la condition, justement, qu'on évacue un certain nombre de questions. C'est un peu la limite, c'est ce que vous avez, page 214 dans le petit texte que je vous ai donné. Au milieu de la page, quand il dit « Quand cet accord, dont je viens de parler, est fondé solidement sur des attitudes sociales et politiques publiques, il garantit le bien de tous les individus et de tous les groupes qui font partie d'un régime démocratique juste. Nous essayons pour cela d'éviter autant que possible les questions philosophiques, aussi bien que morales et politiques, qui seraient sujettes à controverse. » C'est presque un peu comique. On peut s'entendre si on parle que de choses Sur lesquels on est d'accord. sur lesquelles on est d'accord. Donc, ne mettez pas au sujet un peu comme les repas de Noël. Mettons pas sur la table la question du bonheur, la question de ce qu'est une vie réussie, ce à quoi on doit croire vraiment pour ceci ou pour cela. Mais après tout, pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment important politiquement de savoir ce que est pour nous la question du bonheur? Peut-être pas, il a peut-être raison. Ce n'est pas parce que ces questions seraient sans importance ou qu'elles nous seraient indifférentes, mais parce que nous les considérons comme trop importantes et qu'on nous reconnaissons qu'il n'est pas possible de les résoudre sur le plan politique. C'est presque comique, Ne confions pas à la politique des choses importantes pour nous. Parce que ça relève de nous, de notre intimité, de nos convictions personnelles, et ça n'a rien à faire dans le domaine politique. Et tout ce texte va montrer que, en fait, ce n'est pas négatif, cette attitude-là. C'est une attitude positive qui va être, au fond, ça correspond à quelque chose comme la tolérance, qui est la conviction que nous pouvons vivre ensemble en nous entendant sur rien, si ce n'est ce qui rend possible la vie ensemble. Qui est une forme de mise entre parenthèses, non pas de ce que nous sommes par voie de l'ignorance, mais de ce qui est important pour nous. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Eh bien, peut-être que oui, dit-il. Et donc, dans ce deuxième texte, qui est beaucoup moins technique, il va montrer comment concrètement on produit du consensus par recoupant. Et donc, évidemment, on fait appel là à toutes les institutions de la société civile, et pas simplement au pouvoir de l'État, qui peut produire ces formes de consensus. Par la culture, par l'associatif, par tout le tissu social qui peut produire du recoupement. Et il va dire que ce recoupement est beaucoup plus solide qu'un contrat social. Formaliste à l'ancienne. C'est au fond un accord de conviction dont on a évacué des convictions non politiques. C'est un accord de conviction strictement politique. C'est-à-dire, pour le dire comme il le dit joliment, tout ce qui ne nous intéresse pas. Vraiment, pas vraiment dans nos vies. Bon, est-ce que c'est une solution? C'est un peu décevant. Et je terminerai peut-être par ce côté un peu décevant. C'est un peu décevant, mais en même temps, quand on voit l'état qu'il nous propose ici, on a envie de dire que ça serait quand même déjà pas mal. Mais évidemment, il y a des présupposés, il y a peut-être des erreurs de raisonnement, et il y a peut-être, je voulais quand même le signaler, une sorte d'évacuation complète de la question économique et de la question du fonctionnement du système économique qu'il ne met jamais en débat. Donc, pour le dire autrement, la question du capitalisme, qui n'est jamais intégrée à cette réflexion sur la justice. Alors, est-ce qu'on peut vraiment réfléchir sérieusement à la question de la répartition des biens sans réfléchir au système qui les produit et qui les diffuse, qui les fait qu'on les consomme et qui les répartit aussi, qui les fait circuler? Il considère que oui, on peut vraiment. Donc, bon, évidemment, il va être critiqué pour ça, mais à l'intérieur, on va dire, d'une pensée social-démocrate ou d'un libéralisme politique quand même assez généreux, c'est une pensée qui me semble tient carrément la route. Voilà, merci. Restez là.